Bienvenue sur Cosmic Flowers Podcast, le podcast d'empuissancement des femmes. Je suis Hélène, fée des temps modernes, âme guérisseuse, coach et thérapeute énergéticienne spécialisée en libération émotionnelle. Mon intention à travers ce podcast est de t'aider à reprendre ton pouvoir personnel, à embrasser ta vulnérabilité, à prendre conscience de tes dons, pour tomber en amour avec toi-même et devenir qui tu es vraiment. Alors prépare-toi à rayonner ton soleil intérieur. Hello Milena, je suis trop contente de te recevoir sur Cosmic Flowers Podcast. Un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Coucou Hélène, merci pour ton invitation. Ça me fait super plaisir d'être là avec toi et de pouvoir partager. Alors, j'aimerais poser un petit peu le contexte de notre rencontre. Alors, toutes les deux, on s'est rencontrées à Bali, à Ubud, en 2022. Car toutes les deux, on est des Guzdi, donc un balinais au grand cœur. Moi, je le considère un peu comme mon frère balinais. Et en fait, Guzdi, il sauve les chiennes de la rue, donc des stérilisations, de la nourriture, des soins vétérinaires, car elles ont grand besoin d'aide. Et toutes les deux, on a été sensibles à ça. C'est là qu'on s'est rencontrés. Et d'ailleurs, je tiens à dire que je mettrai le lien PayPal de Guzdi dans la description de l'épisode, si jamais vous souhaitez soutenir Guzdi au grand cœur, même à travers 4, 5 euros ou autre. Mais en tout cas, donc on s'est rencontrés. Ensuite, j'ai décidé d'assister à une mindfulness walk que tu organisais dans les rizières d'Ubud. Et là, on est devenus un petit peu plus copines. J'ai tellement aimé que je suis revenue une deuxième fois. Et là, on a fait les exercices en conscience. Donc, il y a des exercices que tu proposes à faire pendant cette marche en binôme. Et on les a fait ensemble. Et là, il y a eu un grand shift dans notre amitié. Ça a pris une toute autre ampleur. Et on a créé un espace de vulnérabilité, un espace où il y avait une totale confiance. Et c'est vraiment à partir de ce jour-là que les choses ont changé entre nous. Et on a été même un peu choqués qu'il y ait autant On a appris plein de choses l'une sur l'autre. Ouais, c'est ça. Moi, je me suis dit, mais waouh, je veux interviewer Milena dans le podcast, c'est hyper inspirant. Donc aujourd'hui, justement, on va parler des relations. Comment créer des relations saines, comment créer des relations uplifting, vraiment, mais d'amour. Donc déjà, je t'invite à te présenter. Ok, je m'appelle Milena et aujourd'hui, j'habite à Bali. Ça fait 1 an et demi, j'ai quitté la Suisse d'où je viens pour vivre la vie de mes rêves et pouvoir vraiment m'épanouir pleinement et avoir un cadre qui me soutient dans le mode de vie que j'ai envie d'avoir. Et je suis une passionnée de l'amour et des relations, de l'intelligence du corps. Et du coup, j'en ai fait mon métier. Du coup, aujourd'hui, je suis coach en relation et j'utilise l'approche somatique pour mêler toutes mes passions dans la vie, pour servir les autres avec ça. Ok, super, merci. Donc c'est ça, en fait, tu es coach en relation, tu utilises le somatic coaching dans tes accompagnements. Ce qui est très intéressant, c'est que toi, dans ton enfance, tu as eu des relations assez compliquées avec ta famille, donc avec ton papa, ta maman ou bien même ta sœur. Et tu as réussi à transformer ça et à créer des relations hyper épanouissantes, des relations magnifiques. Moi, j'en suis témoin. Enfin, ton papa, il est venu te voir 1 mois à Bali, 1 mois, tu es avec lui. On a vécu ensemble même pendant 1 mois. Donc, c'est un autre level encore. Euh, Moi, ça m'intéresse de savoir qui était Milena petite fille, qu'est-ce qu'elle aimait faire, comment elle se sentait dans sa famille, quel est le lien qu'elle avait avec ses parents. mhm. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est déjà que ma maman est tombée enceinte de moi à 16 ans, donc très jeune. C'était pas prévu. Déjà, j'ai changé un peu le vocabulaire parce qu'avant, je disais tout le temps c'était un accident. Et donc là, déjà, j'ai envie de dire à toutes les personnes qui étaient dans ce cas, je pense qu'il y en a plein, c'est jamais un accident. Parce qu'au niveau de l'âme, c'est toujours prévu. Du coup, maintenant, j'ai changé et je dis juste que mes parents, ils ne savaient pas. Euh, mais du coup, c'était des parents très jeunes qui n'étaient pas prêts à être parents. Euh, Par contre, j'ai eu la chance de grandir avec mes grands-parents qui se sont beaucoup occupés de moi. Donc, il y avait quand même beaucoup d'amour, j'ai reçu beaucoup d'attention. Et il y avait aussi ma tante, donc la sœur de ma maman avec qui j'habitais aussi, qui était très présente. Mais de l'autre côté,
il y avait mes parents qui n'étaient pas présents pour moi. En tout cas, comme moi, je l'aurais souhaité. Qui n'assumaient pas leur rôle de parents parce que, ben, ils étaient jeunes. Ma mère, elle avait 17 ans, mon père, il avait, je crois 19 ans, 20 ans. Ils faisaient leur vie, leur jeunesse, et ils n'étaient pas prêts pour ça. Du coup, ça a créé un peu un sentiment de rejet. Je me suis sentie un peu rejetée. J'ai l'impression de pas mériter leur amour parce que quand tu es enfant, tu comprends pas. Mais pourquoi mes parents ils sont pas là? Pourquoi c'est pas ma maman qui me met au lit, qui me donne le biberon, qui est là pour moi? Du coup, il y avait un peu ce mélange entre je recevais beaucoup d'amour, d'attention, mais en même temps un peu il y avait ce rejet. Et du coup, j'ai passé par plusieurs phases. Donc moi, enfant, c'était au début, j'étais très rebelle, très provocatrice en fait. Mais au final, c'était une stratégie inconsciente, mais c'était une stratégie. Et en fait, il y a une citation de Course in Miracle qui dit Every unloving behavior is a call for love. Donc chaque comportement où on dirait qu'il n'y a pas d'amour, c'est un appel à l'amour. Et moi, c'est ça en fait quand j'étais petite, j'ai cherché l'attention de mes parents. Donc je faisais plein de choses assez rebelles, assez provocatrices, ben, en fait pour attirer l'attention, pour dire hey, je suis là, j'ai besoin de vous, réveillez-vous, regardez-moi. Euh, ouais, donc ça c'était un peu Mmh. moi enfant. Merci, merci pour ton partage et ça me parle beaucoup, la citation que tu partages et comment tu as continué de grandir? Comment au final, tu as réussi à créer, bah, ce lien si profond que tu as avec ta famille? Enfin, dernièrement, il y a aussi ta sœur, hein, qui est venue à Bali et moi donc je suis en Australie, donc j'ai pas pu la rencontrer, mais j'ai vu, ce que tu partageais en story et ça m'a beaucoup touchée. Je me suis dit: «Waouh, enfin, c'est Mhm. tellement beau, d'avoir réussi à créer, Mhm. un lien si solide avec sa sœur. Enfin, du coup, Mhm. comment est-ce que tu as fait pour bah, grandir et finalement changer la nature du lien que tu avais avec eux? Ouais. Ben, il y a encore eu plusieurs phases après ça, donc ça a pris du temps en fait, pour vraiment créer ces relations saines, pour évoluer. Ça veut dire que pendant un moment, en tant qu'adolescente, j'étais encore dans ce côté très rebelle, provocateur, hem et je pense qu'il y avait aussi un côté là, en anglais, on dit confirmation bias. C'est en fait de confirmer cette croyance que j'ai: «Ah ben, je suis trop pour eux, je suis pas assez bien pour eux» et du coup d'être horrible. Comme ça, vous avez vraiment une raison de pas vouloir de moi. Du coup, j'ai fait les 400 coups, j'étais vraiment assez terrible, assez rebelle et du coup, ouais, ça les a tellement repoussés qu'en fait, ils voulaient plus s'occuper de moi. C'est-à-dire que quand j'ai grandi, j'étais avec mes grands-parents jusqu'à, je crois, environ 7 ans. Ensuite, mes parents se sont mis ensemble, quand ma sœur est née. Donc en fait, donc j'avais 9 ans parce qu'on a 9 ans de différence avec ma sœur et ensuite ils on a habité 3 ans ensemble et ils se sont séparés. Du coup, je suis retournée avec ma maman et ma sœur. Et là, en fait, j'étais tellement rebelle que ma mère a dit, bah, je peux pas m'occuper d'elle, c'est trop. Mon père, il voulait pas me prendre. Du coup, ils ont décidé de me placer en famille d'accueil. Et c'est là que mes grands-parents sont revenus. Et du coup, je suis retournée vers eux. Donc, il y avait cette phase vraiment de rebelle. Et ensuite, là, j'ai commencé à avoir cette phase de déni, de rejet. Et où en fait, je me suis dit, ben, j'ai pas besoin de vous. Et en fait, il fallait que je prouve que je suis indépendante, j'ai pas besoin de mes parents, vous voulez pas de moi, vous voulez pas vous occuper de moi, bah moi j'ai pas besoin de vous. Du coup, il y a eu cette phase vraiment de déni, de rejet pendant des années, euh, quand enfin, en tant que jeune adulte, où en fait je leur parlais pas, je voulais pas de contact avec eux. Et du coup, c'est vraiment, ça avait basculé là. Avant, je cherchais la confrontation, je cherchais le contact, et après c'était vraiment, bah non, j'ai pas besoin de vous, les rejeter. Mais après, je pense que c'était, plus tard, ça c'était, peut-être vers mes 27 ans que ça a commencé, où je pense qu'autour de moi, en fait, j'entendais des gens qui parlaient, qui avaient perdu leurs parents et qui souhaiteraient avoir leurs parents. Et moi, je me disais: «Ben mince, moi mes parents, ils sont là, ils sont vivants et j'en profite pas». Et du coup, c'est là que ça a commencé à changer, où j'ai eu cette envie, ben, me dire: «Ben, j'ai envie de profiter de mes parents, j'ai envie de me réconcilier avec eux et j'ai envie de créer une relation avec eux». Et c'est là que j'ai décidé de faire un choix, le choix d'accepter. Et ça, c'est important de le dire, que l'acceptation, c'est un choix. Parce que des fois, j'entends les gens qui disent: «Ah, j'ai pas le choix, donc j'accepte». Non, l'acceptation, c'est vraiment un choix. Sinon, ça s'appelle juste abandonner, tolérer. Et du coup, ça,
c'est ce qui a vraiment changé la dynamique. Ça veut dire que moi, j'avais plus d'attente envers mes parents, mais pas d'une façon: «Bah, je m'en fous». Non, j'étais ouverte. J'avais envie j'avais envie d'avoir une relation, mais sans attente. Et du coup, je leur ai laissé cette liberté d'être eux-mêmes. J'avais plus cette attente: «Il faut que vous soyez comme ça, il faut que vous, preniez votre rôle de parent et être parent, ça veut dire ça». J'avais laissé ces attentes et je leur ai donné cette liberté. Et là, c'est un truc de fou qui s'est passé. Ça a complètement changé la dynamique et j'ai découvert des nouvelles personnes. J'étais là: «Waouh, c'est qui ces personnes?» Genre, je les connais pas. Et ma mère que j'avais connue assez distante, froide, que je trouvais même un peu égoïste, ben, j'ai découvert une personne très sensible, avec un grand cœur et qui avait juste envie d'être là pour moi. Et je suis là: «Waouh, incroyable». Et ce qui a changé aussi un peu, c'est quand j'ai fait ma formation de coaching, j'avais envie de m'entraîner et du coup, j'ai coaché les membres de ma famille. Bon, je dis à tout le monde: «C'est pas recommandé», mais bon, je l'ai quand même fait. Et du coup, quand j'ai coaché ma maman, c'était pas vraiment le fait de la coacher, c'est pas le coaching en lui-même qui a changé, c'est l'approche du coaching. C'est cet aspect de créer un espace de sécurité, heu, de venir amener une curiosité sans jugement et avec une vraie envie de comprendre. Et là, j'ai découvert, waouh, tout ce qu'il y avait derrière, ce que je voyais pas. Son insécurité, sa croyance qu'elle n'a rien à apporter aux autres. Et du coup, c'est ça qui a fait que, ben, elle s'est dit: «Ah ben, je vais laisser ma maman, ma sœur, donc ma grand-maman et ma tante qui étaient beaucoup là pour moi, qui se sont occupées de moi. Je vais les laisser, elles, s'occuper de Milena parce que moi, je suis pas à la hauteur. Moi, j'ai rien à lui apporter». Et du coup, en fait, c'était ça derrière son comportement. Et donc ça m'a permis d'avoir beaucoup de compassion. Et la même chose avec mon père. J'ai amené cette approche de curiosité, de découverte sans jugement. Et là aussi, j'ai compris plein de choses, des choses sur lesquelles je le jugeais. Et en fait, j'ai vu que derrière ça, il y avait des insécurités, il y avait des peurs. Et du coup, ça m'a permis d'avoir de la compassion. Et du coup, avec cette approche-là, ben, ça les a permis de s'ouvrir à moi et d'être plus eux-mêmes et du coup de plus partager. Et donc ça a vraiment, vraiment, vraiment changé la dynamique. Donc l'acceptation, cette curiosité, Mmh. cette envie de Waouh! comprendre. Waouh! Moi là, la question qui me vient, c'est, comment est-ce que tu as fait, Mmh. pour, donc tu voilà, tu partages que, pendant ton enfance, tu comprenais pas pourquoi ça se passait comme ça, pourquoi c'était pas eux qui s'occupaient directement de toi. Mmh. Hem, donc tu as commencé à être un petit peu infernal, justement pour leur dire, de façon inconsciente: «Bah là, je deviens vraiment infernal, je fais les 400 coups comme ça, vous avez une vraie raison de pas vous occuper de moi». Mmh Moi, ouais, ça résonne en moi ce comportement. mh. Ça résonne en moi. Et je me dis parfois, tu sais, quand je suis blessée et Mmh. que enfin, que je me sens rejetée et que je comprends pas pourquoi. Oh non, il y a le chat. Les chats qui veut partager avec nous. Il a aussi des Non, non. blessures, il comprend pas non Ouais. plus, il veut de l'attention. En fait, elle ne miaule jamais et elle aime bien miauler quand je tourne le podcast. Je ne sais pas pourquoi. Bonnie, chut. Bon et parce que je fais du pet sitting en Australie. Bref. Du coup, ouais, ça résonne en moi ce que tu partages parce que, parfois, moi, quand je me sens un petit peu rejetée et que je comprends pas du tout pourquoi, bah, je vais faire, exprès de montrer vraiment des facettes de moi pas nice, justement pour me Mmh. dire: «Ah bah, c'est bon là, j'ai montré ça». Donc il y a une vraie raison de pourquoi, je suis pas inclus ou pourquoi je me sens, rejetée. Enfin, du coup, ouais, je pense que c'est très, Ouais. humain, Et ça, c'est ce qu'on de faire des appelle le choses comme ça. confirmation bias. Donc Ouais. ça veut dire que d'un côté, on va filtrer tout ce qui donne raison à cette croyance qu'on a, mais même on va aller jusqu'à se comporter d'une façon que ça va confirmer cette croyance qu'on a. Que: «Ah bah, je suis pas assez bien, je suis pas» Mais oui, on en arrive à se comporter d'une façon ouais, qui n'est même pas nous, mais juste pour confirmer le biais, en cette fait. croyance, C'est ouais. assez incroyable, hein. Ouais, même dans les relations amoureuses, enfin, je sais pas, parfois on en arrive à montrer des choses qui sont même pas vraiment nous, juste pour confirmer notre croyance de départ que, oh, je sais pas, on me quitte toujours ou je me fais Mmh mh. abandonner ou, on peut pas m'aimer pour qui je suis, alors qu'en fait, c'est pas vraiment nous.
C'est juste, on veut confirmer, des croyances qui sont vraiment enracinées à Ouais, l'intérieur de nous. Donc ouais, hyper intéressant. Donc en fait, je voulais rebondir sur le fait, tu t'es dit: «Bah, ouais, OK, il y a un moment quand tu t'es rendu compte que des personnes perdaient leurs parents autour de toi, tu t'es dit: "Non, mais moi j'ai la chance d'avoir des parents en vie. Ce qui est trop dommage, c'est que j'ai pas de lien, sain avec eux, enfin c'est pas uplifting, ça me fait pas du bien, il y a des conflits", et tu t'es dit: «Bah, je choisis vraiment de d'accepter qu'ils sont comme ça et de prendre que ce qu'il y a à prendre et de pas avoir des attentes envers ce qu'ils pourraient me donner». Mais comment tu as fait ça, tu vois? Comment tu t'es dit: «À partir de maintenant, j'arrête d'avoir toutes les attentes que j'avais par rapport à des parents, comment ils devraient, pour moi se comporter avec leur petite fille ou avec leur adolescente ou millénaire adulte». Comment tu as fait ce shift? ben, c'est vraiment une prise de conscience et de se rendre compte que en fait, encore une fois, l'acceptation, c'est un choix et de dire: «Ben, je fais le choix maintenant de mon expérience, de ce que j'ai envie de créer» et je savais en fait que je j'avais pas encore vraiment conscience de la puissance de l'acceptation, mais je savais que j'avais quand même le choix. J'avais le choix de créer ces relations ou pas et du coup, ben, j'ai voulu tenter ma chance et de voir, ben, ce qui pouvait se passer et c'était un peu à ce moment-là, c'était encore un peu de la découverte pour moi. Mais c'est vraiment en étant de plus en plus consciente de comment je pouvais changer la dynamique. Juste moi, en changeant mon comportement, en changeant mon approche, ben, je change la dynamique de la relation et plus je voyais ça, plus ça me donnait envie, plus ça me donnait confiance, plus ça me motivait et il faut aussi dire, en fait, que j'avais déjà aussi cette notion d'amour inconditionnel que j'avais en fait avec mes grands-parents, par exemple, qui se sont occupés de moi, avec qui j'ai grandi. Avec eux, même que j'étais rebelle, j'étais horrible, j'ai fait des 400 coups, j'avais aussi énormément de colère quand j'étais jeune que j'exprimais beaucoup. Ils m'ont toujours acceptée et ils m'ont toujours aimée. Donc j'avais déjà ressenti ça. Qu'est-ce que ça fait d'être vraiment accepté comme tu es? Mais je pense qu'à ce moment-là, j'avais encore pas conscience de tout ça et du coup, par après, c'est ce que j'ai voulu apporter, en fait, dans la relation, que mes parents se sentent aussi comme ça, acceptés et aimés et libres d'être eux, en fait. Ouais, hyper beau, hyper inspirant, que tu aies eu cette prise de conscience. Enfin, en fait, ouais, c'est hyper inspirant parce qu'au final, c'est comme si toi, tu avais été très, très, très mature. Tu t'étais dit: «OK, bah, mes grands-parents, je peux montrer toutes les facettes de moi, tous les petits personnages qui sont à l'intérieur de moi, Milena adorable, Milena, qui fait les 400 coups, Milena rebelle, Milena hyper serviable, généreuse». Enfin, tu as tout montré et eux, quoi qu'il arrive, ils t'aimaient pour, qui tu es, en te connaissant, profondément, et du coup, c'est leur comportement qui t'a inspiré Ouais. à toi faire la même chose pour tes parents. C'est ça qui est assez fou, et en fait, en créant cet espace où tes parents pouvaient être qui ils sont, Mmh. avec, leur zone de faiblesse, on va dire, et en même temps, leurs cadeaux, enfin les dons Mmh qu'ils ont. C'est ça qui a fait que, la relation, a changé. En fait, j'entends que c'est beaucoup, d'expérimentation au final. Tu as testé, tu as été curieuse, et quand tu voyais que Ouais. ça a bougé dans le bon sens, bah, tu as continué. Ouais. Ouais, exactement. C'était beaucoup d'exploration et chaque fois que quand tu vois les résultats, tu vois ce qui est possible, bah, ça te motive. Tu dis: «Ah waouh, waouh, c'est possible, en fait» et ça donne envie de continuer. Ouais, ce qui me touche beaucoup, c'est, en fait, tu voyais ta maman, comme quelqu'un de pas très généreuse, de pas là pour toi, d'un peu égoïste, et en fait, c'est fou parce que ta vision, elle a complètement changé et tu as commencé à la voir, comme quelqu'un, en fait, qui veut tellement bien faire et qui a tellement peu confiance en elle, qu'elle préfère, du coup, donner la garde à ses parents, à fuir un peu sa responsabilité tellement qu'il y avait un manque, Mmh de mh. confiance envers elle-même, et en fait, tu as vu au final, ses douleurs, en fait. Tu l'as vu dans sa plus grande intimité. C'est vraiment beau. En fait, c'est vrai, derrière les jugements, plein de zones de vulnérabilité. Quand on enlève nos Ouais, lunettes de jugement, on peut voir la vulnérabilité, de l'autre. ouais et c'est vraiment cet aspect aussi de compassion de parce que souvent quand on est dans la souffrance, on pense à nous, nos besoins, mais en fait là, avec cet aspect de curiosité, on va découvrir l'autre, on va comprendre l'autre et du coup, ça change un peu le focus. C'est plus seulement sur ce que j'ai besoin, ce que tu me donnes pas, mais de quoi l'autre a besoin et ensuite on va plus se comprendre et plus arriver à un niveau où, ben, on peut s'ouvrir, on veut plus être là pour l'autre, on se sent plus compris. Dès qu'on se sent compris et accepté, on va plus s'ouvrir. Et du coup, ça crée vraiment un changement dans la dynamique, en fait. Donc du coup, voilà, tu parles de compassion. Moi, je suis curieuse, est-ce que,
à ce moment-là, tu rencontres, peut-être, d'autres cultures ou bien des enseignements bouddhistes qui vont t'amener à la compassion? Ou bien c'est seulement, l'inspiration de tes grands-parents qui a fait que, tu as réussi à avoir beaucoup plus de compassion pour tes propres parents? Mmh. Bah, au niveau de quand tu parles de culture, de philosophie bouddhiste, par exemple, par rapport à l'attachement beaucoup, ça m'a aidée. Donc de vraiment faire cette différence entre, l'amour et l'attachement. Et souvent, j'entends les gens qui disent, «Ah, l'amour, ça fait souffrir, ça fait mal», alors qu'en fait, c'est pas vrai. Ce qui fait souffrir, c'est l'attachement. Et là, il y a cette notion, plus bouddhiste de l'attachement qui est de vouloir contrôler les choses, alors que l'amour, en fait, l'amour, c'est un souffle, c'est la légèreté, c'est la liberté, c'est laisser l'autre être libre d'être soi. Alors que l'attachement, c'est quand on est dans le contrôle. Quand on veut contrôler l'amour, ça vient de l'attachement. Et c'est ça qui crée des tensions, c'est ça qui fait souffrir. Et en fait, c'est ça que je pratique aussi depuis des années, c'est le non-attachement. Donc ça veut dire je vais pas être avec toi pour ce que tu m'apportes. C'est pas que j'ai besoin que tu sois comme ça, que tu fasses ça pour remplir mes besoins, pour que je me sente en sécurité, pour que je me sente validée, pour que je me sente reconnue, pour que je me sente rassurée. Je suis avec toi, je t'aime pour qui tu es, je t'accepte comme tu es. Donc ça, c'est, aussi quelque chose qui m'a beaucoup influencé, cette notion de non-attachement. Des fois, les gens, il y a un peu de confusion. Surtout dans ma famille, j'ai remarqué quand je leur parle de ça, ils ont l'impression que le non-attachement, des fois, c'est un peu du détachement. C'est genre: «Ah, je m'en fous». Alors pas du tout. Le non-attachement, c'est l'amour pur. C'est je t'aime, je t'accepte comme tu es, mais je suis complètement impliquée dans la relation. J'ai envie de donner le meilleur de moi, je vois le meilleur de toi, mais il y a pas cet attachement de contrôle, de j'ai besoin de ça. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup, aidée dans mes relations. Ouais, c'est intéressant de souligner la différence entre, non-attachement et détachement qui sont, au final, Mmh. très différents. Il y en a un où tu t'impliques complètement, Ouais. mais tu laisses l'autre respirer. Comme tu dis, c'est un souffle, tandis que, détachement, bah, c'est, un peu ciao bye, un peu je m'en foutisme. Ouais, je m'implique pas, comme ça, je peux me casser dès que ça va pas. Ouais, il y a le moindre conflit: «Allez, ciao Ouais, bye, ouais, je ne veux pas de ça dans ma vie». ouais. Du coup, ça fait, une super transition. Donc voilà, tu disais tu es coach en relation, tu utilises l'approche somatique, dans tes accompagnements et en fait, tu aides tes clients, clientes à avoir des relations plus saines, que ça soit, en amitié, en famille, mais surtout en amour, hein. C'est ça qui te passionne, le plus. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, déjà l'approche somatique? Donc moi, j'ai expérimenté avec toi, hein, je trouve ça incroyable, mais pour ceux, voilà, celles qui connaissent pas. Bah, déjà, oui, en fait, je me suis concentrée un peu plus sur les relations amoureuses parce que c'est là aussi où j'ai continué de développer cette expérience pour moi, dans mon couple, en fait, d'expérimenter, d'évoluer et aussi de voir, là, de découvrir vraiment, tout ce qui était possible aussi, la force de l'amour, la magie de l'amour qui nous permet ben, d'apprécier nos différences, d'accepter nos différences, de pardonner, de s'excuser, de voir le meilleur de l'autre. Donc aussi la relation amoureuse comme un miroir. Donc tout ça, ça a fait que j'ai voulu vraiment me concentrer sur les relations amoureuses parce que c'est ça qui m'a vraiment inspirée et en fait, l'approche somatique, parce que en fait, bah, quand j'ai commencé, avant je travaillais en entreprise, du coup je faisais du coaching, j'avais déjà fait une formation donc de coaching, je donnais des formations, des workshops, beaucoup sur l'intelligence émotionnelle, donc c'était déjà beaucoup, par rapport aux relations, communication, gérer ses émotions et cetera et et donc j'étais fascinée par le mental à ce moment-là, jusqu'à ce qu'en fait, je découvre les limites. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut comprendre au niveau du mental. On peut se convaincre: «Ah bah oui, je comprends, ça fait sens, il faut que j'ouvre mon cœur, que je fasse confiance». Mais le corps, il est pas prêt, il est là: «Ah, «Non!» et il se contracte, il dit: «Ah non, non, moi ça me fait peur, je suis pas prêt pour m'ouvrir, pour faire confiance». Du coup, c'est là que j'ai commencé à me rendre compte de vraiment de l'importance de l'approche dans le corps et ça fait déjà depuis que j'étais à l'université, j'ai commencé le yoga donc j'avais déjà cette pratique de yoga qui m'avait permis d'avoir cette connexion avec mon corps, de développer en fait ces relations avec moi-même à travers
le corps, en fait. De réussir à reconnaître mon ego qui me pousse à forcer, à pousser mes limites, me comparer, prouver quelque chose et tout ça et d'avoir plus de compassion pour moi. Donc il y avait déjà le yoga dans ma vie, qui m'a aidée à avoir plus cette approche au niveau du corps et ensuite j'ai continué la formation avec, ce qu'on appelle Embodiment Yoga Principle et ça, c'était en fait, à travers des poses de yoga, en fait. Ben, pas vraiment les mêmes poses de yoga, mais des poses avec le corps. On va créer une expérience au niveau du corps d'une certaine qualité qu'on veut développer. Donc, par exemple, recevoir, faire confiance, embrasser sa vulnérabilité, quelque chose qui, en fait, est pas familier dans notre corps. On va créer cette expérience pour que ce soit plus familier dans le corps, que ça devienne plus naturel ensuite dans notre vie, dans nos relations. Et du coup, c'est tout ça qui a fait que j'avais envie vraiment d'aller plus vers l'approche somatique. Et du coup, j'ai trouvé une formation qui s'appelle, Somatic Attachment Healing. Donc c'est comment, guérir l'attachement, les blessures autour de l'attachement à travers l'approche somatique. Et donc somatique, en fait, ça vient du mot grec soma et soma, ça veut dire, lié au corps. Donc en fait, c'est ça qui a fait cette transition pour moi du coaching et de vouloir apporter du coup cet aspect somatique, dans mon coaching. Ouais, OK, donc en fait, le coaching, c'est un peu quand même ta fondation et après, toi, tu as ajouté à l'intérieur l'approche somatique qui est beaucoup plus reliée au corps, au final, qui est beaucoup plus aussi reliée à l'intuition, à toutes les mémoires, du corps. Ouais, c'est ça parce qu'en fait, les mémoires, toutes ces émotions qu'on a refoulées, qu'on s'est pas permis de ressentir, les traumatismes qu'on n'a pas traités, des expériences qu'on n'a pas digérées, des croyances limitantes, des schémas, des mécanismes de défense, tout ça, en fait, c'est stocké sous forme d'énergie qui est bloquée dans notre corps. Et du coup, c'est là que j'ai compris qu'il fallait vraiment aller à la source de toutes ces blessures et c'est en fait, c'est moi, c'est dans le corps. C'est d'aller à l'encontre de ces parties de nous, dans notre corps qui communiquent à travers les sensations. Donc ça va être ces contractions, tensions, une boule dans le ventre, une pression, dans la poitrine et tout ça, en fait, c'est des parties de nous qu'on va découvrir. C'est des peurs, c'est des désirs, c'est des besoins, des blessures et en fait, l'approche somatique, c'est vraiment d'aller à la découverte de ces parties-là, de leur faire de la place et de créer, c'est un sentiment de sécurité pour elles puissent aussi souffler et se libérer et c'est là qu'il va y avoir des changements au niveau du corps, donc on est vraiment à la source. Ouais, c'est ça. En fait, je te rejoins, à 100. En fait, c'est important, voilà, d'apaiser, le mental, hem, voilà, enfin, parfois on a besoin de parler de certaines choses, de libérer. Mais en fait, ce qui va être pour moi aussi le plus puissant, ça va être vraiment, d'aller voir, les traces, les empreintes, hein, qu'il y a dans le corps et qu'est-ce qui communique. Parfois, on peut pas enfin, ça va être des sensations, même des couleurs, des images. On va pas pouvoir tant dire: «OK, cette sensation de boule là au ventre, elle veut dire ci, ça, ça». En fait, le mental, il va pas forcément savoir. En fait, juste d'aller ressentir cette boule dans le plexus solaire, la texture qu'elle a, l'ampleur qu'elle a, si elle bouge ou pas, enfin tout ça, avec toute son attention, bah, en fait, ça, c'est du healing. C'est vraiment être à l'écoute de son corps qui nous transmet Mmh. tout. En fait, le corps, il est, enfin, c'est incroyable. Il y a tout à l'intérieur, toute notre vie en vrai. Plus que dans notre mémoire, beaucoup plus. Et en fait, en plus, ben, c'est ça, c'est l'intelligence du corps et non seulement il y a tout qui est stocké, mais il y a aussi le pouvoir, ben, justement la guérison à travers ça. Ça veut dire que, ben, juste en créant cet espace, ce sentiment de sécurité, ça va relâcher ces tensions, ça va permettre à l'énergie de se libérer et il va y avoir, ben, justement ces changements qui s'opèrent. Ça veut dire que notre mental, comme tu dis, il a même pas compris c'était quoi comme croyance. Des fois, il y a un dialogue et on va comprendre, des fois pas. C'est juste à travers les sensations, ça bouge, l'énergie bouge, ça se relâche et tout d'un coup, ah, on se sent plus en confiance. Tout d'un coup, ah, j'arrive plus à mettre des barrières, à dire, non quand ça me convient pas. Ah, tout d'un coup, je me sens plus légère, plus libérée, plus connectée à mes désirs et en fait, ça s'est ça s'est fait dans le corps, sans que le mental, comprenne ce qui s'est passé. Ouais, exactement. Est-ce que tu peux donner un exemple? Tout à l'heure, tu as dit, qu'à travers le corps, tu incarnais ou tu crées, des mouvements Mmh. qui, par exemple, symbolisent,
la confiance en soi, l'amour de soi, le pouvoir personnel. Est-ce que tu peux donner un exemple en expliquant à voix haute? Mmh. Parce qu'on peut pas te voir, quoi. Bah, en fait ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que, dans mon coaching, en fait, ce qui se passe, c'est d'abord on va faire de la place à ces sensations et ça va être des schémas qu'on a créés, des mécanismes de défense et ensuite ça va se libérer et du coup, à ce mo après la libération, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut faire de la place pour une nouvelle expérience, pour des croyances plus, positives et du coup, là, c'est là où je vais utiliser, l'embodiment. Du coup, on va faire une pause avec le corps pour créer cette expérience au niveau du corps. Ça veut dire, par exemple, ah ben, si on a une blessure qu'on s'autorise pas à recevoir, je mérite pas de recevoir. Donc pour le corps, c'est pas familier de recevoir. Il est pas à l'aise avec ça. Du coup, une fois qu'on a libéré cette peur, cette croyance, on va faire de la place et on va faire une pause. Ça veut dire que, hem, la pause pour recevoir, on va avoir, le pied gauche en avant, mais on va être appuyé sur la jambe arrière, qui est un peu repliée et on va, en fait, ouvrir ses bras et en fait, c'est comme si on imagine, on reçoit un énorme cadeau dans ses bras et du coup, on va ramener les mains un peu vers nous pour recevoir et on a l'appui plus vers l'arrière pour vraiment recevoir. Du coup, ça, c'est en fait comment on crée cette expérience de recevoir au niveau du corps. Donc au début, peut-être c'est encore un peu c'est bizarre, c'est pas familier, je suis pas trop à l'aise et le plus, en fait, on pratique cette pause, on crée cette expérience, le plus ça va devenir familier pour notre corps. Parce que notre corps fait pas la différence, déjà entre l'imagination et la réalité, entre: «Ah, c'est un exercice» ou «C'est une vraie expérience». Du coup, on peut pratiquer cette pause, cette expérience dans le corps: «Ah, c'est comme ça de recevoir». Plus je pratique ça, plus je suis à l'aise avec ça et du coup, dans notre vie, dans nos relations, ça va devenir plus familier. Ah bah, maintenant, ah c'est plus facile de recevoir parce qu'on a créé cette expérience dans le corps. Ouais, ça, c'est assez fascinant, tu vois? En fait, le fait, OK, donc de libérer, d'aller explorer toutes les sensations, tout ce que le corps communique, qu'on peut pas forcément expliquer avec le mental, OK. Ensuite, il y a une pause et ensuite là, c'est l'invitation pour faire un mouvement qui symbolise, la croyance limitante qu'on avait. Donc par exemple, je peux pas Mmh. recevoir, bah là, tu vas faire une posture dans ton corps qui montre que tu peux recevoir et le corps, en fait, comprend cette posture et plus tu la fais, plus il va être en mesure tu vas être en mesure dans ta vie, par exemple, de recevoir, d'accepter, des cadeaux, d'accepter, qu'on te donne. Ouais, exactement. Enfin, c'est, ben, j'y crois, hein, mais en même temps, c'est incroyable. Je me dis: Ouais, «Mais waouh!» ouais. Mais il y a aussi une autre qui est très puissante, c'est prendre de la place. Donc il y a beaucoup de gens dans les relations qui vont s'effacer, qui vont s'oublier et du coup, on travaille aussi un peu, avec le corps. Donc d'abord pour faire cette posture, ah où je me fais toute petit, je me fais comme une boule, je me cache, je me tais, je dis rien et après, une fois qu'on a libéré ça, on va changer la posture et on va prendre la place. Ça veut dire qu'on va ouvrir, les jambes, prendre la place, avec les bras, écarter les doigts et vraiment prendre la place et au début, oh ça fait peur, oh je me sens exposée. Mais après plus on en fait on tient cette pause, on prend de l'espace avec le corps, mais plus ça va aussi devenir quelque chose de naturel et ça c'est aussi une des autres pauses qui est les plus puissantes je trouve. De prendre la place pour ses besoins, pour ses envies, ses désirs, à travers le corps. En fait, c'est vraiment quelque chose à expérimenter parce que je pense que, par exemple, dans nos sociétés occidentales, on est beaucoup, connectés à la tête et c'est plutôt, enfin, voilà, moi, j'ai voyagé en Inde, à Bali, Amérique latine et là, il y a beaucoup plus de spiritualité et peut-être, je sais pas si je dirais plus de connexion au corps, mais il y a plus de spiritualité et du coup, du healing, enfin de la thérapie comme ça, où on passe par d'autres chemins que le mental, bah, c'est très, normal, en fait, dans ces pays. Alors qu'en Occident, parfois, on peut se dire, «Mais comment c'est possible? Je fais une posture dans mon corps Mmh. et je j'arrive à recevoir!» Alors qu'en fait, Mmh. c'est hyper puissant et ça marche et moi, Mais j'invite les auditrices, bah, à être curieuses, à tester, à ouais. expérimenter et juste après à voir: «OK, est-ce qu'il y a des changements qui opèrent en moi ou pas?» J'ai une dernière question, je pense, à te poser. Si tu avais, un conseil ou des conseils à partager à qui vit, une relation, très compliquée, voilà, que ça soit dans la famille, dans l'amitié ou en amour,
quel conseil tu partagerais, à cette personne? Mais j'ai envie de dire quelque chose de très simple, mais qui est pas toujours facile, c'est d'écouter son cœur. Et en fait, c'est de vraiment faire la différence entre l'ego, reconnaître l'ego et en fait son cœur. C'est-à-dire que très souvent, quand on sent qu'il y a des tensions, des contractions dans sa relation, ça ça veut dire que ça vient de l'ego. Ça vient d'une peur, d'une insécurité, d'une blessure et du coup, c'est l'ego qui veut se protéger, qui veut repousser la personne, qui veut pas faire le premier pas et cetera et du coup, c'est de reconnaître à ce moment-là: «Ah ben ça, c'est mon ego, c'est cette blessure qui crée cette tension, cette contraction et du coup, qu'est-ce que mon cœur veut dans cette situation?» Et c'est là qu'on donne de nouveau ce souffle, cette liberté, cet espace pour, heu, pour que les choses changent, pour que la dynamique change. Parce qu'en fait, notre cœur, au final, il veut juste, il veut la paix. Il veut, il veut partager l'amour, il veut cette connexion. Et du coup, quand on écoute son cœur, ben, on est automatiquement, naturellement encouragé à avoir des comportements qui vont créer des relations plus saines. Alors que quand on écoute notre ego, et ben, c'est là qu'on va qu'on va créer les conflits, cette séparation. Ouais. Alors ça me parle beaucoup, ce que tu partages de, voilà, revenir dans son cœur, amener sa conscience dans son cœur pour voir, voilà, qu'est-ce qui est vraiment juste et aussi, prendre la posture de témoin et voir: «OK, là, c'est mon ego, c'est mes blessures qui parlent, je les entends, mais peut-être j'entre pas dedans». Mais du coup, moi, ce que je me demande, c'est: OK, admettons, tu as, une personne qui, est tout le temps, à tu sais, à penser à l'autre en premier. Comment est-ce qu'elle va faire entre: «OK, j'écoute mon cœur et je vais vers l'autre parce que j'ai pas envie qu'il y ait ce conflit-là, je veux que ça s'améliore, je veux que ça aille bien» et se respecter? Tu vois, par exemple, là, ça allait trop loin, on a marché sur mes besoins, je me sens pas respectée. Elle, elle a envie que ça se passe bien, donc peut-être qu'elle va encore faire un pas, mais à quel moment, en fait, il est où le juste milieu? Entre j'écoute mon cœur et en même temps, je me protège parce que, j'ai besoin de prendre soin de moi et qu'on me respecte. Ouais. Bah, là encore, en fait, c'est le cœur. Le cœur, ça veut pas dire simplement penser à l'autre, c'est penser aussi à soi. C'est l'amour pour l'autre, l'amour de soi. Respecter l'autre, c'est respecter soi, les besoins de l'autre et ses propres besoins. Et des fois, quand on va aller justement vers l'autre et faire trop d'efforts, c'est pas son cœur qu'on écoute, c'est cette insécurité, c'est cette blessure. Par exemple, des personnes qui sont dans l'attachement anxieux et qui vont vouloir justement trop penser à l'autre, trop faire des compromis. Donc ce qui va les motiver à faire ça, c'est pas le cœur. C'est ce besoin d'être rassuré, de garder cette connexion avec l'autre, cette proximité avec l'autre, pour pas avoir cette séparation. Du coup, là, on n'écoute pas le cœur. On écoute cette blessure, justement, c'est cette stratégie de l'attachement anxieux et du coup, c'est vraiment d'écouter le cœur. Qu'est-ce que aussi moi j'ai besoin? Et en fait, quand j'ai créé mon business, en fait, je l'appelle Connect In and Out et en fait, c'est exactement cet équilibre-là. Comment rester connecté à soi tout en se connectant avec l'autre? Ça veut dire qu'en fait, on a 2 besoins fondamentaux dans la vie, c'est l'authenticité et en anglais, on dit belonging. Donc en français, c'est peut-être cette appartenance d'être en relation, en connexion avec les autres. Et en fait, c'est de combiner les 2. Ça veut dire de rester authentique, ça veut dire de respecter ses besoins, ses envies, tout en faisant de la place à l'autre et de trouver cet équilibre. Donc pas s'oublier et faire de la place à l'autre, aux besoins de l'autre. Donc c'est encore une exploration pour naviguer entre ses besoins et les besoins de l'autre. Rester connecté à soi quand je me connecte à l'autre. Pas s'oublier, pas s'effacer. OK, ouais, passionnant. C'est une danse. On peut dire que c'est une danse. C'est ça, c'est une danse, entre, 2 personnes, 2 univers, des besoins différents, des prismes différents, mais voilà, on danse ensemble. Mmh. OK, ben, on arrive à la fin de cette petite interview. Alors bien sûr, tu vas revenir sur le podcast, c'est sûr. Ah bah, j'espère, hein. J'ai adoré, en fait, c'est passé trop vite. Je me dis: «Mais my God», genre,
J'aimerais parler encore des heures. J'adore. En tout cas, ben, merci beaucoup, un grand merci. Je suis trop reconnaissante d'avoir dans ma vie. Je me sens hyper chanceuse. Je me dis Mmh. waouh. Et ouais. Et merci d'être là. Merci d'avoir partagé ben, toutes tes connaissances, toute ta sagesse aux auditrices. Et voilà, si elles veulent te retrouver, n'hésite pas à me dire. Alors, je mettrai tout tes contacts dans la description hein, du podcast, mais tu peux le dire aussi à voix haute. Mmh. Ouais, bah, déjà, oui, merci à toi aussi, pour ton invitation. Merci d'avoir créé cet espace, ben, pour qu'on puisse, partager avec toutes les auditrices, les inspirer. J'espère que ça les aura inspirées à créer des relations saines, à dire oui à l'amour et des relations non seulement qui sont saines, mais aussi ben, qui les élèvent, qui leur apportent plein de bonheur, de joie, heu, dans leur cœur. Et du coup, ben, pour me retrouver, ben, je vais partager, oui, sur mon Instagram, mon site et du coup, ben, j'accompagne les personnes, pour les aider dans leurs relations amoureuses. J'accompagne en individuel, mais aussi les couples. J'adore travailler avec les couples, heu, c'est fascinant et si je crée justement pour les couples aussi un espace, sacré où on va aussi à utiliser l'approche somatique. Donc voilà, j'ai plusieurs ressources pour les personnes individuelles et les couples ensemble. Ben, merci beaucoup, Milena. Je t'embrasse très, très fort. Je t'aime très fort. Et à très vite. Mmh. Merci Hélène, moi aussi je t'aime, je te fais plein de bisous. À bientôt. À bientôt. Un grand merci pour ton écoute. Si tu as adoré ce podcast et que tu souhaites me soutenir et m'aider à diffuser mon message, je t'invite à t'abonner, me laisser 5 étoiles lumineuses sur Spotify ou Apple Podcast et un mot doux d'amour. Ou bien tag-moi en story Instagram en me mentionnant @cosmic.flowers. Je t'embrasse et je t'envoie du soleil.